Il y a 3 semaines, j'ai failli tout briser. Pas avec des mots, pas avec une dispute, juste avec une question posée trop tôt, dans une cuisine trop silencieuse, à une femme qui me tournait le dos et qui venait, pour la 4e fois en 10 jours, de refermer son téléphone avant que je puisse voir l'écran. Je m'appelle Pierre Valois, j'ai 72 ans, je suis luthier à la retraite, ce qui veut dire que j'ai passé 40 ans de ma vie à écouter le bois, à entendre ce que les autres n'entendaient non pas, le grain d'un épicéa qui ment sur son âge, la fissure qui commence, invisible, dans le fond d'une caisse. Je connais le silence de ce qui cache quelque chose. Je le connais mieux que ma propre voix. Et pourtant, ce soir-là, dans la cuisine du numéro 27 de la rue du Port, à Nantes, dans ce quartier Saint-Félix que nous habitons depuis 31 ans, ma femme Hélène s'est retournée vers moi avec ce sourire qu'elle fait quand elle veut que je ne pose pas la question suivante. Et moi, pour la 4e fois, j'ai baissé les yeux sur ma tasse de café et j'ai choisi de me taire. 47 ans de mariage. 47 ans. Et je ne savais plus si ce silence entre nous était de la confiance ou de la lâcheté. Avant d'aller plus loin, laissez-moi reprendre mon souffle une seconde. Je vous demande quelque chose de simple. Dites-moi d'où vous m'écoutez, là, maintenant. Quelle ville? Quelle région? Et si vous êtes là le soir, tard, parce que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, dites-le moi aussi. Je veux savoir qui est de l'autre côté. Mettez un pouce si cette histoire commence à vous toucher quelque part. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, il y a une histoire nouvelle chaque jour, sans faute. Bon, je reprends. Hélène a 69 ans. Elle a été bibliothécaire universitaire pendant 32 ans, à la bibliothèque de l'Université de Nantes, section lettres et arts. Une femme qui a passé sa vie entourée de livres, de mots, de catalogues et de cette odeur particulière du papier vieux qui lui collait aux doigts le soir quand elle rentrait. Elle s'est toujours levée à 6h30. Elle boit son thé debout, devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Elle lit le journal en papier parce qu'elle dit que les nouvelles sur un écran ne s'arrêtent jamais et qu'elle a besoin de savoir où elles finissent. Elle a une façon de plier les coins des pages qui m'a toujours attendri, comme si chaque livre méritait d'être traité avec égard, même dans la précipitation. Nous nous sommes connus à Nantes en 1977. Elle avait 22 ans, moi 25. J'avais mon premier atelier, une arrière-boutique dans le quartier Bouffay, 2 établis et une collection de gouges qui me venait de mon maître. Elle était venue faire réparer un violoncelle qui appartenait à la bibliothèque, un instrument que personne ne jouait plus, mais que le directeur refusait de jeter. Elle était entrée avec le violoncelle dans les bras, mal à l'aise parce qu'il était presque aussi grand qu'elle, et j'avais ri. Pas d'elle, de la scène, du sérieux avec lequel elle portait quelque chose d'aussi encombrant. Elle avait failli repartir. Je lui avais demandé de rester. Elle est restée 47 ans. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur un mariage aussi long. On en parle toujours comme d'une réussite, d'un exploit, d'une médaille. Les gens disent « Ah, vous avez de la chance » comme si c'était quelque chose qui vous tombait dessus, comme si la chance suffisait à traverser les nuits difficiles, les années maigres, les désaccords qui durent des semaines, parce que ni l'un ni l'autre ne sait comment commencer à céder. La chance n'a rien à voir là-dedans. Ce qui tient un mariage, c'est quelque chose de plus tenace et de moins romantique. C'est la décision, reconduite chaque matin, de choisir l'autre plutôt que la facilité de ne plus le choisir. Mais à 72 ans, après 47 ans de ce choix quotidien, j'avais cru avoir tout appris d'Hélène. Je croyais pouvoir lire chacun de ses silences, distinguer le silence de la fatigue, du silence de la contrariété, reconnaître le silence de la tristesse qu'elle n'arrive pas à nommer, celui qui lui donne ce pli particulier au coin de la bouche, que je suis peut-être le seul à avoir appris à voir. Je croyais que plus rien ne pouvait me surprendre chez cette femme. Je me trompais. Ça avait commencé comme une chose minuscule. Un soir de novembre, Hélène avait reçu un appel. Elle était dans le salon, je lisais dans le fauteuil près du radiateur, et j'avais entendu le téléphone vibrer. Elle l'avait regardé une demi-seconde, puis s'était levée et était passée dans la cuisine, doucement, sans courir, mais assez vite pour que je ne puisse pas voir le nom sur l'écran. La conversation avait duré moins d'1 minute. Quand elle était revenue, j'avais levé les yeux de mon livre et elle avait dit « C'était rien, une erreur »,
avec le ton de quelqu'un qui n'a pas tout à fait fini de décider ce qu'il va dire. J'avais hoché la tête, j'avais replongé dans mon livre. Mais un luthier entend ce que les autres n'entendent pas. Et cette demi-seconde où elle avait regardé l'écran avant de se lever, ce n'était pas la demi-seconde de quelqu'un qui ne reconnaît pas le numéro. C'était la demi-seconde de quelqu'un qui décide quelque chose. Les jours suivants, ça s'était reproduit. Pas tous les jours, mais assez souvent pour installer un rythme que je n'arrivais plus à ignorer. Parfois, elle encerclait l'appel avant même d'avoir quitté la pièce, d'une pression du pouce rapide et précise. Parfois, elle laissait sonner jusqu'à ce que ça s'arrête, puis tapotait quelques mots sur l'écran. Une fois, je l'avais surprise dans le couloir, debout près de la porte de la chambre, à chuchoter quelque chose. Quand elle m'avait vu, elle avait raccroché immédiatement et m'avait dit « J'arrive », avec un sourire un peu trop détendu. Chaque fois que je demandais, c'était toujours la même réponse. Un asunto do passado que encore precisa esser réglé. Une affaire du passé qui doit encore être réglée. Les mots changèrent légèrement selon les jours, mais la formule restait la même. Je ne savais pas si c'était un mensonge ou une vérité partielle. Ce que je savais, c'est que c'était une réponse préparée. Et ça, c'est la chose qui me restait sur l'estomac. Je dois vous dire quelque chose sur ma génération et sur les hommes de ma génération. On n'a pas appris à parler de ce qu'on ressent. On a appris à faire, à réparer, à trouver la solution dans le geste plutôt que dans le mot. Mon père était charpentier dans la Vendée, un homme de peu de mots et de beaucoup de bras, qui exprimait l'amour en faisant du bois pour l'hiver et en réparant ce qui était cassé avant qu'on lui demande. Je l'ai regardé faire toute mon enfance, et j'ai appris la même langue, la langue des mains, pas celle de la bouche. Alors quand j'ai commencé à sentir cette inquiétude monter, je n'ai pas su quoi en faire. Je n'allais pas poser la question directe, pas parce que j'avais peur de la réponse, mais parce qu'un homme de ma formation ne fait pas ça. On ne dit pas « j'ai peur que tu me caches quelque chose » parce que ça voudrait dire qu'on a peur. On contourne, on observe, on attend. Et j'ai attendu. J'ai attendu 19 jours. 19 jours à compter les appels reçus et détournés, à observer la façon dont Hélène tenait son téléphone différemment depuis quelques semaines, dos légèrement tourné même quand elle tapait un message simple, à noter mentalement les petites contradictions. Elle qui n'effaçait jamais rien de son téléphone, parce qu'elle disait que l'historique d'appel, c'est comme le catalogue de la bibliothèque, ça sert à retrouver ce qu'on cherche, avait désormais un journal d'appels systématiquement vide chaque soir. Pendant ces 19 jours, j'ai fabriqué des histoires dans ma tête. Pas des histoires catastrophiques. Pas tout de suite. D'abord des histoires raisonnables. Une ancienne collègue avec qui elle avait un différend administratif lié à sa retraite. Un problème médical qu'elle ne voulait pas m'inquiéter à lui dire. Une démarche pour un héritage de sa mère, toujours pas complètement réglée des années après. Ces histoires-là, je les croyais à moitié. Mais elles ne suffisaient pas à éteindre ce petit feu froid au fond du sternum que je ne connaissais pas encore et qui n'avait pas de nom. Et puis le 20e jour, un jeudi matin de novembre, Hélène était sortie faire ses courses comme chaque semaine. J'étais dans l'atelier au fond du jardin, à travailler sur un violon que j'avais en cours pour le plaisir, parce que je ne travaille plus pour les autres depuis 5 ans mais que mes mains ne savent pas ne rien faire. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. La voix était celle d'une femme âgée, posée et légèrement formelle, avec cet accent nantais discret qu'on garde quand on a grandi ici, mais qu'on a passé des années à parler à des étrangers. Elle s'est présentée, Madeleine Renaud, 74 ans, présidente bénévole d'une ancienne association culturelle de Nantes, une association qui avait organisé des concerts, des lectures publiques et des expositions dans les années 80 et 90, et qui existait encore sous une forme réduite. Elle a dit qu'elle était désolée de téléphoner sans prévenir, qu'elle avait hésité à appeler directement, et puis elle a dit une phrase. Une seule phrase. Et cette phrase a changé tout ce que je croyais savoir depuis 19 jours. Votre femme essaie de vous faire une surprise depuis des mois, monsieur Valois, mais je crois qu'elle n'arrivera pas à la finir toute seule. Je suis resté silencieux assez longtemps pour qu'elle se demande si j'étais encore là. Ce que j'ai ressenti à cet instant, je vais essayer de vous le dire honnêtement, avec les mots d'un homme qui n'a pas l'habitude de démêler ce genre de choses. Il y avait d'abord quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme quand une corde trop tendue relâche enfin et que les doigts récupèrent leur circulation.
Et juste derrière, quelque chose de plus étrange. Une honte douce. La honte de l'homme qui a fabriqué des histoires dans sa tête pendant 19 jours, en regardant sa femme de biais, qui a surveillé sans le dire et soupçonné sans oser nommer le soupçon. Hélène préparait une surprise, et moi je comptais les appels effacés. Madeleine m'a expliqué, patiemment, ce qu'Hélène avait entrepris. Elle avait commencé à y travailler au printemps, au mois d'avril, soit environ 7 mois avant notre anniversaire de mariage, qui tombait le 18 novembre. Elle avait eu l'idée d'un livre, pas un livre imprimé, pas quelque chose de commercial, un livre artisanal, fait à la main, qui rassemblerait 50 ans de mémoire à deux, des photographies, des lettres, des petits textes écrits par des gens qui nous avaient connus, elle et moi, à différents moments de notre vie commune. Pour ça, elle avait passé des mois à retrouver des gens, d'anciens collègues de la bibliothèque, des voisins qui avaient déménagé depuis longtemps, des musiciens que j'avais connus dans mon atelier, des libraires du quartier, des amis perdus de vue, des membres de sa famille que je connaissais à peine. Elle avait écrit des lettres, envoyé des messages, passé des coups de fil. Elle avait demandé des photographies, des anecdotes, des petits mots, et elle avait tout fait en secret, en effaçant chaque trace pour que je ne tombe pas dessus par hasard. Madeleine, qui avait connu Hélène dans les années 90 à travers l'association culturelle, avait été l'une des premières contactées. Elle avait accepté de contribuer et était progressivement devenue la confidente et la coordinatrice discrète du projet, relayant des messages, centralisant des contributions, aidant Hélène à joindre des gens qu'elle n'arrivait pas à retrouver seule. Et puis, dans les dernières semaines, quelque chose s'était grippé. Le projet était plus grand qu'Hélène ne l'avait imaginé au départ. Elle avait reçu plus de réponses qu'espérées, plus de photographies, plus de témoignages, plus de lettres. La matière était belle mais abondante, et la mettre en forme, l'organiser, la relier, la présenter dans un livre qui soit à la hauteur de ce qu'elle voulait, tout ça prenait un temps qu'elle n'avait plus. L'anniversaire approchait. Elle avait commencé à croire qu'elle n'y arriverait pas à temps. Madeleine m'avait appelé parce qu'elle ne savait plus comment aider autrement, et parce qu'elle pensait que peut-être, juste peut-être, le mari pourrait faire quelque chose sans que la surprise soit gâchée. J'ai raccroché et je suis resté longtemps assis sur le tabouret de mon atelier, les mains à plat sur l'établi, à regarder sans les voir les outils rangés sur le mur en face. Voici quelque chose que je n'aurais pas pu vous dire 20 jours plus tôt, parce que je ne le savais pas encore. 47 ans de vie commune ne garantissent pas qu'on a tout vu de l'autre. Parfois l'autre vous réserve encore la chose la plus simple et la plus bouleversante qui soit, la preuve qu'il pense à vous-même quand vous n'êtes pas là, que votre vie commune compte pour lui au point qu'il est prêt à passer des mois à la raconter aux autres, à la rassembler, à en faire quelque chose qui durera après que le souvenir aura commencé à s'effacer. Hélène avait passé 7 mois à construire notre mémoire en secret. Pendant ces mêmes 7 mois, j'avais continué à vivre à côté d'elle sans rien voir venir. Et je me demandais à présent ce que ça disait de moi que d'avoir été aussi aveugle à quelque chose d'aussi lumineux. Il faut que je reprenne mon souffle ici. Cette partie-là a été difficile à raconter à voix haute, parce qu'elle me montre tel que j'étais, avec mes doutes et ma méfiance d'homme vieillissant, et je ne suis pas toujours fier de cet homme-là. Alors avant de continuer, dites-moi, est-ce que vous avez déjà mal interprété quelque chose que faisait quelqu'un que vous aimiez? Est-ce que vous avez déjà fabriqué une histoire dans votre tête qui s'est révélée complètement fausse? Écrivez-moi dans les commentaires. Je lis tout. Et si cette histoire vous touche, laissez un pouce. Ça m'aide à continuer à partager. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, il y a une histoire nouvelle chaque jour. Je suis resté dans mon atelier jusqu'à entendre la voiture d'Hélène dans l'allée. L'atelier, c'est mon monde depuis que je suis tout petit. Mon maître s'appelait Albert Fontaine, un luthier de Tours qui avait appris à Crémone et qui était revenu en France avec des mains dont la précision me semblait miraculeuse quand j'avais 18 ans et que je regardais par-dessus son épaule. J'ai appris dans cet atelier-là les choses qui ne s'enseignent pas dans les livres, que le bois vivant continue de bouger après avoir été coupé, que la résonance d'un instrument dépend d'infiniment plus que ce qu'on peut calculer, que certains violons refusent de chanter pour des raisons que personne ne comprend tout à fait, et que le travail d'un luthier, c'est d'écouter avant de couper. Mon propre atelier, au fond du jardin de la rue du Port,
n'est pas grand, 4 mètres sur 5 environ, un établi sur toute la longueur d'un mur, des outils rangés selon un ordre que j'ai établi moi-même et que personne d'autre ne comprendrait, des instruments en cours, accrochés ou posés, à différents stades de fabrication ou de réparation, l'odeur du vernis, de la colle de peau, de la sciure de bois de lutherie, et sur une étagère en hauteur, une petite collection d'instruments que je n'ai jamais voulu vendre, un alto que j'ai fabriqué pour mes 30 ans, une mandoline que j'ai réparée pour un musicien qui n'avait pas d'argent et qui me l'a laissé en paiement, et un violoncelle, pas le premier violoncelle qu'Hélène avait apporté dans mon atelier en 1977. Celui-là, je l'avais réparé et elle l'avait remporté pour la bibliothèque. Mais quelques années après notre mariage, j'en avais trouvé un autre, dans une brocante du côté de Saint-Nazaire, un instrument sans grande valeur marchande, mais avec un son rond et chaleureux qui m'avait ému. Je l'avais restauré en cachette et offert à Hélène pour notre 10e anniversaire de mariage. Elle ne joue pas. Elle n'a jamais appris. Elle l'avait regardé longtemps, debout dans l'atelier, et puis elle m'avait dit « c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, et je ne saurais jamais pourquoi ». Depuis, ce violoncelle était dans notre chambre, dans son coin, comme une présence. C'était à ce violoncelle que je pensais, assis sur mon tabouret d'atelier, quand j'entendais la voiture dans l'allée. Je ne voulais pas qu'Hélène me trouve là à réfléchir. Elle aurait su, au premier regard, que quelque chose avait changé dans ma journée. Elle me connaît trop bien pour ça. Alors je me suis levé, j'ai pris un archet que j'avais en cours de réparation et j'ai fait semblant de travailler dessus. Quand elle est entrée dans l'atelier pour me dire qu'elle était rentrée, comme elle le faisait toujours depuis que j'avais l'atelier au fond du jardin, je lui ai souri par-dessus mon épaule et je lui ai demandé si les courses s'étaient bien passées. Elle a dit oui, très bien, avec une légèreté qui était peut-être un peu plus forcée qu'à l'ordinaire, ou peut-être que je l'imaginais, maintenant que je savais ce que je savais. Elle est repartie vers la maison et j'ai regardé ses épaules, légèrement voûtées par le poids des sacs, ses cheveux gris coupés courts depuis quelques années, parce qu'elle dit que les cheveux longs, c'est pour les femmes qui ont le temps de s'en occuper. J'ai pensé à elle, 7 mois plus tôt, au printemps, qui décidait seule dans notre maison de rassembler 50 ans de notre vie, qui ouvrait un carnet, qui commençait à écrire des noms. Et je me suis dit que j'avais beaucoup de travail à faire avant le 18 novembre. Cette maison où nous vivons depuis 31 ans, elle a ses bruits à elle. Les marches qui grincent de la même façon depuis qu'on a fait les travaux en 1999 et qu'on n'a jamais fait corriger parce que ça fait partie de la maison maintenant. Le tic-tac de l'horloge comtoise dans l'entrée, une horloge qui venait du père d'Hélène et qu'on a failli perdre dans un déménagement. Le bruit de la Loire la nuit quand les fenêtres sont ouvertes l'été, pas fort, juste présent, comme un rappel qu'on vit à côté d'un fleuve. Et depuis quelques semaines, un bruit nouveau, que j'avais remarqué sans comprendre. Le froissement de papier dans le bureau, tard le soir, après que je m'endormais. Le glissement d'un tiroir fermé avec précaution. Maintenant, je savais ce que c'était. Hélène écrivait, Hélène organisait, Hélène construisait quelque chose dans le secret de ces heures-là, et moi je dormais pendant qu'elle travaillait pour moi. J'ai décidé ce soir-là, dans mon atelier, que j'allais l'aider. Pas de façon visible. Pas en lui avouant que je savais. Je voulais qu'elle puisse offrir ce livre en croyant l'avoir fini seule. La surprise devait rester entière, juste retournée, devenue double sans qu'elle le sache encore. Je contacterai Madeleine le lendemain matin, de mon téléphone, avec mes propres précautions, et nous travaillerions ensemble, les deux, à remplir les trous de ce livre qu'Hélène ne pouvait plus finir seule. Mais pour commencer, j'avais besoin de savoir ce qui manquait. Et pour ça, j'avais besoin d'entrer dans le bureau d'Hélène sans qu'elle le sache. 47 ans de mariage vous apprennent les territoires de l'autre. Hélène a son bureau comme j'ai mon atelier. Ce n'est pas un espace interdit. Mais c'est un espace où on ne va pas sans être invité. Ce sont ces petites frontières implicites qui font qu'on peut vivre ensemble sans se dissoudre l'un dans l'autre. J'avais toujours respecté la sienne. Ce matin-là, un vendredi, pendant qu'elle était à sa séance de gymnastique douce à la salle municipale du quartier, j'y suis entré. Le bureau d'Hélène sent le thé et le papier. Il y a des livres partout, naturellement, rangés selon un ordre qui lui appartient et que je ne cherche pas à déchiffrer. Une table de travail avec un ordinateur qu'elle a appris à maîtriser mieux que moi,
ce qui m'a toujours légèrement épaté. Et sur le coin de la table, partiellement dissimulé sous une chemise cartonnée bleue, j'ai vu le carnet. Un carnet à couverture souple, bordeaux foncé, de format moyen, avec l'élastique sur le côté qui le tenait fermé. Je l'ai pris dans mes mains. Il était lourd d'une façon particulière, pas le poids du papier, mais le poids de ce qui y avait été mis. Je l'ai senti avant de l'ouvrir, cette habitude de luthier, comme si le poids pouvait me dire quelque chose. Et puis je l'ai ouvert. Les premières pages étaient une liste de noms, des dizaines de noms, certains cochés, d'autres avec un point d'interrogation, d'autres barrés. À côté de certains noms, une date. À côté d'autres, un mot. Reçu. En attente. Introuvable. Chaque nom avait une petite note manuscrite dans cette écriture d'Hélène que je connais depuis 47 ans, compacte et légèrement penchée à gauche, l'écriture de quelqu'un qui a passé sa vie à écrire des fiches et des catalogues. Je me suis assis sur le bord de la chaise et j'ai lu. Il y avait des noms que je reconnaissais. Fernand Leclerc, notre voisin d'en face pendant 20 ans, parti s'installer à Bordeaux chez son fils. Jacqueline Moureau, l'ancienne directrice de la bibliothèque universitaire, avec qui Hélène avait eu ses meilleures années de travail. Raymond Cossard, un guitariste que j'avais connu dans les années 80, qui m'avait amené 3 instruments à restaurer et avec qui on avait bu beaucoup de muscadet. Et puis des noms que je ne reconnaissais pas ou que j'avais oubliés depuis si longtemps que ça revenait comme une image floue. Des gens que la vie commune croise et qui restent quelque part, dans un pli de la mémoire, sans qu'on sache bien pourquoi. Plus loin dans le carnet, des notes plus développées, des ébauches de textes, des fragments de ce que devrait être le livre, la chronologie des années, les grandes étapes, les maisons qu'on avait habitées avant celle-ci, les villes qu'on avait traversées avant de rester à Nantes, et des trous, des espaces notés avec un point d'interrogation suivi d'une phrase. Où est la photo du mariage chez sa mère? Retrouver l'histoire du premier atelier à Bouffay. Le programme du concert de 1983, il devrait être quelque part. Ces trous, c'étaient mes trous à moi. Des choses qu'Hélène ne pouvait pas reconstituer seule, parce qu'elles appartenaient à ma mémoire, plus qu'à la sienne, ou parce qu'elles se trouvaient dans des boîtes que j'avais rangées dans un coin de l'atelier il y a des années, sans penser que quelqu'un en aurait un jour besoin. J'ai remis le carnet exactement comme je l'avais trouvé. J'ai quitté le bureau. Et debout dans le couloir, les mains dans les poches, j'ai senti quelque chose que je ne saurais pas bien nommer autrement que comme ça. La conscience d'être aimé d'une façon que je n'avais pas mérité de voir. Hélène avait passé 7 mois à rassembler notre vie, à chercher dans des tiroirs, à envoyer des lettres, à appeler des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des décennies, à leur expliquer ce qu'elle faisait et à leur demander leur aide. 7 mois de travail silencieux pour que le 18 novembre, quand elle poserait ce livre sur la table devant moi, je puisse tenir entre mes mains quelque chose qui dirait « Voilà ce que nous avons fait ensemble, voilà ce que nous avons été, voilà ce que ça vaut d'avoir choisi l'autre chaque matin pendant 47 ans. » Et cette femme, dans les dernières semaines avant l'échéance, n'y arrivait plus seule. Elle manquait de temps, elle manquait de certaines pièces, et elle ne pouvait pas me demander d'aide sans briser ce qu'elle avait construit. J'ai pensé à mon père, dans sa Vendée, qui exprimait l'amour en faisant du bois pour l'hiver. J'avais appris de lui que l'amour se dit dans les gestes, pas dans les mots, dans ce qu'on fait quand l'autre n'est pas là, dans ce qu'on prépare pour lui, dans ce qu'on répare avant qu'il le demande. Hélène avait appris la même langue que moi, quelque part, sans qu'on se soit jamais dit qu'on la parlait tous les deux. Le lendemain matin, j'ai appelé Madeleine Renaud. Madeleine Renaud habite rue des Olivettes, dans le quartier Haut-Pavé à Nantes, au 3e étage d'un immeuble en pierre de tuffeau, avec un balcon qui donne sur les arbres. Je l'ai rencontrée pour la première fois en personne, 3 jours après son coup de téléphone, par un mardi de novembre gris et doux comme ils le sont souvent dans l'estuaire, quand la Loire retient un peu de la chaleur de l'automne avant de laisser passer le froid. Elle m'a ouvert la porte avec la précision de quelqu'un qui attendait exactement à l'heure qu'on lui avait donnée. 74 ans, mais avec la tenue et la posture d'une femme qui a présidé des réunions toute sa vie et qui trouve normal d'être droite dans son propre couloir. Des cheveux blancs, coiffés simplement, un pull de couleur prune qui avait l'air confortable, des yeux noisettes, très vifs, avec dans le regard cette qualité particulière que j'ai appris à reconnaître chez les gens qui ont passé du temps à écouter les autres.
Elle m'a serré la main fermement et m'a dit « Entrez, Monsieur Valois ». Et quelque chose dans la façon dont elle a dit mon nom m'a indiqué qu'elle avait l'habitude des hommes qui avaient le besoin qu'on les mette à l'aise. Son appartement sentait le café chaud et les livres anciens. Pas si différent finalement de chez nous. Elle m'avait tout préparé. Posé sur la table de la salle à manger, soigneusement organisé, il y avait des classeurs, des enveloppes, des petits tas de photographies et de feuilles avec des paperclips. Le travail de plusieurs mois, visible et ordonné, cette façon de montrer sans un mot qu'on avait pris la chose au sérieux. Avant que j'aille plus loin, je voudrais marquer une pause, parce que ce que je m'apprête à vous raconter a changé quelque chose dans la façon dont je regarde ce mariage que j'ai avec Hélène. Et ce n'est pas rien, à 72 ans, de changer la façon dont on regarde quelque chose. Alors je vous demande, d'où me regardez-vous en ce moment? Quelle ville? Quelle heure? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie dont vous croyez tout connaître et qui vous réserve peut-être encore des surprises? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Et si cette histoire vous fait quelque chose, un pouce suffit pour me le dire. Continuez à m'écouter. Je ne suis pas au bout de ce que j'ai à raconter. Madeleine m'a expliqué comment ça avait commencé. Hélène l'avait contactée en avril, par un message écrit, avec cette formule légèrement formelle qu'elle emploie quand elle écrit à quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et qu'elle ne sait pas si on la reconnaîtra. Elle avait exposé son projet en 4 paragraphes, précis et organisés comme un dossier de bibliothèque. Elle voulait créer un livre artisanal pour notre anniversaire. Pas quelque chose de luxueux, quelque chose de vrai. Un livre qui rassemblerait des photographies, des lettres, des textes courts écrits par des gens qui nous avaient inconnus. Une façon de tenir entre ses mains et de me mettre entre les miennes, la preuve que 50 ans de vie commune laissent une trace dans le monde autour de soi. Madeleine avait accepté immédiatement. Elle avait contribué avec ses propres souvenirs de l'association culturelle, où elle avait croisé Hélène et moi à plusieurs occasions dans les années 90, lors de concerts et de soirées de lecture. Et progressivement, parce qu'elle connaissait beaucoup de monde à Nantes et dans ses environs, elle était devenue le relais d'Hélène pour joindre des gens qu'Hélène n'arrivait pas à retrouver seule. Le résultat était là, sur la table. Madeleine m'a montré ce qu'Hélène avait déjà. C'était considérable, plus de 40 contributions, des lettres écrites à la main par des gens qui n'en écrivaient plus depuis des années et qui avaient pris le temps pour ça. Des photographies envoyées par courrier depuis des villes et des régions différentes. Un texte d'une ancienne collègue d'Hélène, retraitée en Bretagne, qui racontait la façon dont Hélène parlait de moi dans les couloirs de la bibliothèque dans les années 80, quand on était encore jeune et que je venais parfois lui apporter son déjeuner entre 2 rendez-vous d'atelier. Cette collègue avait écrit, entre autres, qu'Hélène parlait de moi comme quelqu'un qui parle d'un endroit où il fait bon vivre, pas comme quelqu'un qui parle d'une personne, comme si j'étais un paysage autant qu'un homme. Cette phrase-là, je l'ai lue et je ne me souviens pas d'avoir senti mes yeux faire ce qu'ils ont fait à ce moment-là depuis très longtemps. Il y avait aussi un dessin. Un petit dessin au stylo, fait par un enfant manifestement, et glissé dans une enveloppe par un ancien voisin qui habitait en face de notre premier appartement quand nous venions de nous marier. Il y avait à l'époque une petite fille chez lui, sa nièce qui gardait leurs enfants parfois, et cette petite fille, aujourd'hui une femme de 40 ans qui habitait à Lyon, avait répondu à la demande d'Hélène en envoyant un dessin qu'elle avait fait enfant, qu'on lui avait gardé, et où on reconnaissait vaguement 2 silhouettes et un violoncelle. Elle avait joint un mot qui disait qu'elle se souvenait du son du violoncelle le soir, par la fenêtre ouverte, et qu'elle avait longtemps cru que c'était vous qui jouiez, Monsieur Valois, et que ça lui avait donné envie d'apprendre la musique. Je ne joue pas du violoncelle. Hélène avait dû lui expliquer que c'était un disque qu'on écoutait le soir en été. Mais le souvenir de cette petite fille avait gardé la musique, et c'est ça qui comptait. Ce qu'il manquait, Madeleine me l'a montré avec le carnet qu'elle avait tenu elle-même en parallèle à celui d'Hélène. Plusieurs contributions promises qui n'étaient jamais arrivées, des personnes que ni Hélène ni Madeleine n'avaient réussi à retrouver. Et surtout, une section entière qui posait problème. Les premières années à Nantes, les années de l'atelier Bouffet, les années où j'avais commencé à me faire connaître comme luthier dans la ville, et où Hélène commençait sa carrière à la bibliothèque. Ces années-là appartenaient à ma mémoire autant qu'à la sienne, et c'était dans ces années-là que les trous étaient les plus grands. Fernand Leclerc, le voisin de 20 ans parti à Bordeaux,
avait dit qu'il enverrait quelque chose mais n'avait jamais rien envoyé. Raymond Cossard, le guitariste, était décédé 3 ans plus tôt, ce que ni Hélène ni moi ne savions. Jacqueline Moureau, l'ancienne directrice de la bibliothèque, avait envoyé une lettre très belle, mais avait mentionné en passant une photographie qu'elle disait avoir de nous deux, prise lors d'une soirée organisée par la bibliothèque en 1985, une photographie dont ni Hélène ni elle ne savaient plus où elle se trouvait exactement. Et il y avait le programme de concert. Dans le carnet d'Hélène, j'avais lu la note. Le programme du concert de 1983, il devrait être quelque part. J'ai demandé à Madeleine ce que c'était. Elle a souri. Elle a dit qu'Hélène lui avait parlé de ce concert plusieurs fois, en disant que c'était une soirée importante, une soirée dont elle voulait qu'il y ait une trace dans le livre, mais qu'elle n'arrivait pas à retrouver le programme qui devait exister quelque part. Ce concert de 1983, je savais exactement de quoi il s'agissait. Ce n'était pas un concert professionnel. C'était une soirée organisée dans une cave du quartier Bouffay par un groupe de musiciens amateurs, un collectif de jazz et de musique ancienne, qui s'était constitué autour de 2 ou 3 luthiers et de quelques musiciens. J'en faisais partie. J'y avais joué de la vielle à archet, un instrument médiéval que j'avais restauré moi-même lors de ce seul concert public de ma vie. Hélène était dans le public. Nous nous connaissions depuis 6 ans, mais nous n'étions ensemble que depuis 4. Et à la fin du concert, elle m'avait dit quelque chose que je n'avais jamais oublié et que je lui avais rarement redit, parce que les hommes de ma génération ne font pas facilement ça. Elle avait dit « Tu avais l'air d'être exactement là où tu devais être. » Ce programme, je savais où il était. Depuis 42 ans, dans une boîte en carton au fond de l'atelier, sous des partitions et des vieilles revues de Lutherie, il y avait une chemise cartonnée où j'avais gardé ce genre de choses. Je ne l'avais jamais sortie. Je savais juste qu'elle était là. J'ai dit à Madeleine que je m'en occupais. Nous avons passé 2 heures à établir une liste de ce qui manquait et de ce que chacun de nous deux pourrait faire pour le trouver. Je prendrais en charge tout ce qui venait de ma mémoire à moi, les photos d'atelier, les souvenirs des premières années nantaises, le programme de concert et certains contacts que j'avais perdus mais que je pourrais peut-être retrouver. Madeleine relancerait les contributions promises et chercherait la photographie de la soirée de bibliothèque de 1985. Nous avions 22 jours jusqu'au 18 novembre, et Hélène ne devait rien savoir. Ce qu'il y avait de particulier dans cette situation, c'est qu'elle m'obligeait à me comporter exactement comme Hélène s'était comportée depuis le mois d'avril, à partir avec mon téléphone dans une autre pièce pour appeler Madeleine, à fermer des tiroirs quand j'entendais des pas dans le couloir, à inventer des prétextes pour des absences courtes. Un homme de 72 ans qui apprend à garder un secret pour la première fois depuis peut-être 20 ans. Je n'étais pas bon à ça. Le premier soir après ma visite chez Madeleine, Hélène m'a regardé pendant le dîner avec cette façon qu'elle a de regarder quand elle observe sans en avoir l'air. Elle a dit « Tu es bien silencieux ». J'ai dit que je pensais à un archet que j'avais en cours de réparation et qui ne me satisfaisait pas. Elle a hoché la tête et a repris son assiette. Mais j'ai senti qu'elle n'était pas complètement convaincue. Ce mensonge-là m'a pesé toute la nuit. Non pas parce qu'il était grave, mais parce que je comprenais maintenant de l'intérieur ce qu'Hélène avait vécu pendant 7 mois. Le petit coup quotidien d'un secret gardé par amour. La légère torsion dans la poitrine quand on dit une chose à quelqu'un qui ne sait pas qu'on en fait une autre en parallèle. Ce n'est pas une trahison, mais ce n'est pas non plus tout à fait rien. C'est le prix du cadeau. Et on le paye avant d'avoir vu la tête de l'autre quand il l'ouvre. J'ai commencé par l'atelier. Le lendemain matin, pendant qu'Hélène lisait son journal dans le salon, je suis allé dans l'atelier et j'ai cherché la boîte en carton. Elle était là où je savais qu'elle serait, dans le fond, sous une pile de revues allemandes de lutherie des années 70 que j'avais achetées dans une brocante il y a une éternité et que je n'avais jamais eu le cœur de jeter. La boîte était fermée avec du ruban adhésif jauni, et portait, sur le côté, mon écriture de 40 ans plus tôt. D'hiver. Nantes. Bouffay. Je l'ai sortie et posée sur l'établi. Il y avait dans cette boîte des choses que j'avais oubliées. Pas la grande histoire de notre vie, mais ces petits résidus. Des factures d'outillage des années 70, quand les outils coûtaient 1 mois de salaire et qu'on les achetait un par un. Un dessin que j'avais fait de mon premier atelier, à la main, pour montrer à un ami comment j'avais organisé l'espace,
Un dessin sommaire mais juste. Des cartes de visite de fournisseurs dont j'avais oublié jusqu'au nom. Et la chemise cartonnée. À l'intérieur de la chemise, des programmes de concerts, des invitations à des soirées, des coupures de presse locale. Et là, au milieu, le programme du concert de 1983. Un simple feuillet plié en deux, imprimé sur du papier jaune, avec les noms des musiciens, les instruments, le titre des pièces jouées, 4 pages. Une petite typographie maladroite mais soignée. Quelqu'un avait dû le composer à la machine à écrire et le faire photocopier. Sur la première page, en haut, le nom de la salle. En bas, la date. Le 7 mai 1983. J'ai tenu ce feuillet dans mes mains et j'ai pensé à ce soir-là. J'avais 28 ans. J'avais peur de jouer en public parce que je n'étais pas musicien. Je ne l'avais jamais été. Et jouer de la vielle devant des gens me semblait une imprudence. Hélène avait dit qu'elle viendrait. Et elle était venue. Et ce qu'elle m'avait dit à la fin. « Tu avais l'air d'être exactement là où tu devais être. J'ai passé la matinée dans l'atelier à fouiller méthodiquement la boîte et d'autres boîtes que je n'avais pas ouvertes depuis longtemps. J'ai trouvé des photographies que j'avais oubliées. Une de l'atelier Bouffet, prise par un client devenu ami, qui montrait l'espace de travail avec 2 instruments en cours posés sur l'établi, et moi debout de dos, concentré sur quelque chose qu'on ne voyait pas. Une autre d'un repas de fin d'année avec d'autres artisans du quartier, où Hélène était assise à côté de moi avec ce sourire qu'elle avait dans les années où on était jeune, et où le monde nous semblait encore ouvert devant nous, comme une chose à laquelle on pouvait faire confiance. J'ai mis de côté tout ce qui me semblait pouvoir avoir sa place dans le livre. Et puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Fernand Leclerc à Bordeaux. Fernand m'a répondu à la 3e sonnerie, avec la voix grave et légèrement enrouée qu'il a toujours eue et qui s'est encore approfondie avec l'âge. Il a mis 2 secondes à me reconnaître, puis il a dit « Pierre. Pierre Valois. » Ça alors. Et ça sonnait sincère, cette surprise-là, comme quelqu'un qui n'était pas sûr de mériter un appel et qui en reçoit un quand même. Je lui ai expliqué la situation. Pas tout. Juste que j'organisais quelque chose pour l'anniversaire de mariage et que j'aurais besoin de lui. Il a dit que l'autre dame, vous savez, l'association, lui avait déjà écrit, mais qu'il ne savait pas bien quoi envoyer. Je lui ai demandé s'il se souvenait d'une chose, une seule chose, qu'il avait vue ou entendue chez nous pendant ses 20 ans de voisinage, une chose qui lui avait semblé dire quelque chose sur notre vie ensemble. Il a réfléchi un moment, et puis il a dit, lentement, il a dit « Vous savez ce qui m'a toujours frappé chez vous deux, c'est que vous parliez encore. Après toutes ces années, pas comme des gens qui se racontent leur journée parce qu'il faut bien dire quelque chose. Vraiment. On vous voyait dans le jardin, l'été, et vous parliez. J'ai envie de vous dire que ça m'a manqué, votre jardin, depuis que je suis à Bordeaux. J'ai dit merci, Fernand. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'écrire ça, dans une lettre, pour le 18 novembre. Il a dit bien sûr, je vais faire ça ce soir. Je vous demande de m'arrêter une minute ici. Cette conversation avec Fernand, je n'aurais pas pu vous la raconter il y a 1 mois, sans avoir honte de ne pas l'avoir cherché plus tôt. 20 ans de voisinage, et on laisse la vie emporter les gens sans se retourner. Et puis quelqu'un vous tend la main, et on est surpris de la trouver encore là. Est-ce que vous avez des gens comme ça dans votre vie? Des gens que le temps a éloignés, mais qui seraient encore là si vous appeliez? Laissez-moi un commentaire. Dites-moi. Et si cette histoire vous touche, le pouce, l'abonnement? Une histoire arrive ici chaque jour. Il me restait à trouver la photographie de la soirée de la bibliothèque. Madeleine avait dit qu'elle s'en occupait. Mais 2 jours plus tard, elle m'avait rappelé pour me dire que Jacqueline Moureau, l'ancienne directrice, avait cherché dans ses affaires sans la retrouver. Elle pensait l'avoir donnée à quelqu'un lors d'un déménagement il y a plusieurs années. Ce n'était peut-être pas cette soirée, peut-être une autre. Elle n'arrivait plus à se souvenir exactement. Cette photographie, j'y pensais parce que Hélène y pensait, parce que cette soirée de 1985 à la bibliothèque avait eu de l'importance pour nous deux, pour des raisons que je n'aurais pas su expliquer entièrement. C'était une soirée d'inauguration d'une nouvelle salle de lecture, une soirée avec quelques invités, des discours courts, du vin blanc et des petits fours. Rien d'exceptionnel. Sauf que ce soir-là, quelque chose entre nous avait changé de registre, quelque chose d'impossible à nommer avec précision,
comme quand une harmonie dans un accord se modifie imperceptiblement et que l'oreille du luthier le sent avant que le cerveau le comprenne. Ce soir-là, j'avais regardé Hélène travailler dans sa bibliothèque, dans son monde, avec ses collègues et ses livres, et j'avais vu pour la première fois, vraiment vu, combien elle était à sa place, la façon dont elle se déplaçait dans cet espace, la façon dont les gens venaient naturellement vers elle, la façon dont elle écoutait. J'avais pensé, je ne sais pas si elle sait que je la regarde comme ça, et je m'étais dit que je voulais continuer à la regarder comme ça pendant le plus longtemps possible. Si cette photographie existait quelque part, je voulais la trouver. J'ai rappelé Jacqueline Moureau moi-même, en me présentant comme le mari d'Hélène et en lui expliquant que j'organisais quelque chose. Elle avait une voix chaleureuse, une de ces voix qui semblent avoir dit bonjour à des milliers de gens et qui n'ont jamais perdu le goût de le dire. Elle a cherché dans sa mémoire, patiemment, et puis elle a dit « Attendez. Attendez. » Il y avait une personne ce soir-là, un photographe, pas un professionnel, quelqu'un qui aimait la photo et qui venait aux soirées de la bibliothèque avec son appareil. Un certain Armand quelque chose. Elle ne se souvenait plus du nom, mais elle pensait qu'il avait été lié un moment à l'association de Madeleine. J'ai rappelé Madeleine. Madeleine a cherché dans ses archives de l'association des boîtes de fiches qu'elle gardait dans un placard depuis des décennies, avec cette méticulosité des personnes qui ont dirigé des organisations bénévoles et qui savent qu'un nom qu'on efface est un nom qu'on ne retrouve jamais. Elle a rappelé le lendemain matin. Armand Delpech. 68 ans maintenant. Habitait toujours à Nantes, du côté de l'île de Nantes. J'ai trouvé un numéro en cherchant un peu. J'ai appelé. Armand Delpech se souvenait très bien de la bibliothèque universitaire et de ses soirées. Il y avait participé plusieurs fois entre 1980 et 1988. Il avait des diapositives de cette époque, des centaines, dans des boîtes. Il ne savait pas s'il avait cette soirée précise, mais il pouvait chercher. Il m'a dit que les diapositives n'étaient pas numérisées, que c'était un gros travail, qu'il y avait bien longtemps qu'il voulait le faire mais que ça demandait du matériel. Je lui ai demandé si j'apportais le matériel, est-ce qu'il cherchait. Il a dit oui. J'ai acheté un numériseur de diapositives le lendemain. Pour un homme qui n'achète jamais rien sans avoir réfléchi 3 semaines, c'est une décision qui dit quelque chose. Hélène m'a demandé ce que j'avais commandé. J'ai dit un outil pour l'atelier. Le samedi suivant, je suis allé chez Armand Delpech avec le numériseur et 4 heures devant moi. Armand était un homme discret, avec des gestes lents et précis d'ancien artisan, qui avait travaillé dans l'imprimerie toute sa vie et qui avait gardé de son métier cette façon de toucher les choses délicatement, comme si rien ne méritait d'être brusqué. Il m'a accueilli dans un appartement où le temps semblait s'être arrêté quelque part dans les années 90, avec des affiches encadrées de concerts et d'expositions sur les murs, et une collection impressionnante de boîtes à diapositives, rangées sur des étagères, avec leurs étiquettes d'époque. Nous avons passé 4 heures à chercher dans les boîtes étiquetées 1985. La photographie était dans la 4e boîte. Elle montrait une salle éclairée, des gens debout en petits groupes, et dans le fond, légèrement de biais, Hélène et moi. Hélène tenait un verre et semblait écouter quelqu'un qu'on ne voyait pas dans le cadre. Moi, je la regardais. On ne voyait pas mon visage clairement, juste le profil. Mais on voyait exactement où allait mon regard. Armand l'a numérisé. Et debout dans son appartement, devant l'écran de son ordinateur, j'ai regardé cette image d'il y a 40 ans et j'ai vu la chose que j'avais oublié de savoir, que j'avais toujours regardé Hélène comme ça, que ce regard-là n'avait pas commencé à cette soirée. Il était déjà là, sur cette photo, et il était probablement là depuis 1977, depuis le jour où elle était entrée avec un violoncelle dans les bras et où j'avais ri. Il me restait 12 jours avant le 18 novembre. Il y a des matins où l'on se réveille avec le sentiment que quelque chose a changé dans la nuit, pas dans la maison, pas dans la rue, mais dans soi, comme si le sommeil avait fait un travail silencieux qu'on ne lui avait pas demandé, et qu'on se retrouvait au matin différent de la veille, sans pouvoir dire pourquoi ni comment. Ce matin-là, 11 jours avant le 18 novembre, je me suis levé à 5h30 sans que mon réveil ait sonné. Hélène dormait encore, ce que je reconnaissais à la façon dont elle respirait, ce souffle long et régulier qui me parlait depuis 47 ans, sans avoir besoin de mots. J'ai enfilé mon vieux pull bordeaux,
celui qu'elle voulait jeter depuis 2 hivers, et que je défendais chaque fois avec le même argument stupide, à savoir qu'il tenait encore chaud. Je suis descendu à la cuisine. Dehors, Nantes dormait sous une obscurité de novembre que les réverbères du quai rendaient orangée. La Loire était là, quelque part derrière les toits et les arbres dépouillés, présente sans se montrer, comme toujours. J'ai préparé le café. J'ai regardé la cafetière travailler en pensant à la journée qui attendait. Dans mon atelier, sur l'établi, j'avais posé la veille tout ce que j'avais réuni depuis 10 jours. Le programme du concert de 1983, dans son feuillet jaune plié. 5 photographies trouvées dans mes boîtes. Un dessin de l'atelier de Bouffet, et la version numérisée de la photographie de la soirée de la bibliothèque, celle qu'Armand Delpech avait retrouvée dans ses diapositives, imprimée sur du papier photo que j'avais fait tirer à la pharmacie, parce que je ne savais pas faire autrement. Cette photographie. Je l'avais regardée longtemps la veille, assis dans l'atelier avec ma tasse froide posée à côté de moi. Elle n'était pas belle au sens technique du terme. Elle était légèrement floue à cause de la lumière de la salle, et les couleurs avaient ce rendu légèrement ocré qu'avaient toutes les diapositives de cette époque-là. Mais elle montrait quelque chose de vrai. Hélène debout avec son verre, dans sa bibliothèque, dans son monde. Et moi, le profil, le regard fixé sur elle. Il y a des preuves de l'amour qu'on ne cherche pas. Elles existent sans qu'on les ait voulues, et parfois quelqu'un les trouve 40 ans après, et vous les remet dans les mains, et vous comprenez que vous n'avez pas rêvé ce que vous croyiez avoir vécu. J'avais appelé Madeleine le matin suivant ma fouille dans l'atelier. Elle avait écouté mon inventaire sans m'interrompre, notant au fur et à mesure avec cet ordre qui lui était naturel. Le programme de concert. Bien. La photographie de la bibliothèque. Excellente nouvelle. Les photos d'atelier. Parfait. La lettre de Fernand Leclerc. Elle viendrait. Puis elle avait dit « Il reste une chose, Pierre. » Et dans le ton de sa voix, j'avais su que ce n'était pas une petite chose. Hélène avait prévu, depuis le début du projet, d'inclure dans le livre une page particulière. Une page consacrée au premier appartement que nous avions partagé, dans la rue de la Juiverie, juste à côté du château des Ducs de Bretagne, au 2e étage d'un immeuble dont les fenêtres donnaient sur une cour intérieure avec un vieux laurier. Nous y avions vécu 2 ans, entre 1979 et 1981, avant de trouver mieux. C'était notre premier foyer, au sens plein du mot, l'endroit où nous avions appris à vivre ensemble, à nous disputer et à nous réconcilier, à cuisiner pour 2 et à partager un seul placard qui ne suffisait pas. Hélène avait voulu retrouver une photographie de cet appartement, ou de l'immeuble, ou de la rue telle qu'elle était à l'époque. Elle avait cherché dans ses propres boîtes, dans celles de ses amis de l'époque, sans rien trouver. Madeleine avait contacté les archives municipales de Nantes, qui conservaient des photographies de différents quartiers, à différentes époques. Mais la rue de la Juiverie des années 70 et 80 n'avait apparemment pas été photographiée pour les fonds que Madeleine avait pu consulter. J'ai dit à Madeleine que je m'en occupais. Le soir même, j'avais pris le métro jusqu'à la station Château de Nantes et j'avais marché jusqu'à la rue de la Juiverie. C'était une rue que je n'avais pas repassée depuis des années, peut-être des décennies. Les villes changent et on ne s'en rend compte qu'en y retournant après une longue absence. La rue était là, les mêmes pavés, la même courbe légèrement descendante vers la Bourse. L'immeuble était là aussi, au numéro 9, avec sa façade en tuffeau et son portail en fer forgé, que je reconnaissais comme si 20 ans ne s'étaient pas écoulés. La cour intérieure était toujours là, et dans la cour, incroyablement, le vieux laurier, plus grand, massif, mais le même. Je suis resté un long moment sur le trottoir, les mains dans les poches, à regarder les fenêtres du 2e étage. Il y avait de la lumière. Quelqu'un d'autre vivait là. Quelqu'un d'autre avait ses disputes et ses réconciliations dans ces pièces où nous avions eu les nôtres. J'avais sorti mon téléphone et je l'avais photographié. L'immeuble, la cour, le laurier. Et puis j'avais cherché, dans les applications qui permettent de retrouver des photographies anciennes d'une adresse, et j'avais trouvé une vue de la rue datant des années 80, issue d'un fonds photographique amateur numérisé et mis en ligne par un particulier. On voyait l'immeuble, on voyait le portail. On ne voyait pas nos fenêtres précisément, mais on voyait la cour, et en bas,
le laurier qui était déjà là, beaucoup plus jeune mais reconnaissable. J'avais envoyé ces images à Madeleine depuis mon téléphone, debout dans la rue de la Juiverie, à 9 heures du soir, sous les réverbères. Il me restait 10 jours. Le problème, c'est qu'à mesure que je rassemblais les pièces manquantes du livre d'Hélène, je réalisais que certaines choses ne pouvaient pas être trouvées sans aide, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce qu'elles nécessitaient un travail que ni Madeleine ni moi ne pouvions faire seuls. Il y avait notamment la mise en forme du livre lui-même. Ce n'était pas un simple album photo. Hélène avait imaginé quelque chose de plus élaboré, avec des textes, des mises en page, une couverture faite à la main. Madeleine m'avait montré les plans qu'Hélène avait dessinés sur plusieurs pages du carnet Bordeaux, des esquisses précises de ce à quoi le livre devrait ressembler, avec des indications de couleur, de police, de disposition. Hélène avait interrompu ce travail de mise en forme parce qu'elle manquait de temps, mais aussi parce que certaines pièces lui manquaient encore. Mon plan était donc de compléter les pièces manquantes et de confier la mise en forme à Madeleine, qui connaissait une femme dans l'association culturelle, une certaine Brigitte Chauvel, 65 ans, ancienne graphiste, qui avait déjà réalisé ce genre de travail artisanal pour d'autres événements de l'association. Brigitte Chauvel. Je ne la connaissais pas. Madeleine m'en avait parlé au téléphone avec cette concision des gens qui ont l'habitude des projets collectifs. Elle est bien, elle comprend ce qu'on lui demande. Et elle est discrète. J'ai rencontré Brigitte le lendemain de mon retour de la rue de la Juiverie. Elle habitait dans le quartier Procès, dans un appartement qui ressemblait à un atelier de maquettes, avec des tables couvertes de papier, d'échantillons de matière, de reliures à différents stades de fabrication. Elle avait les mains d'une artisane, marquées par le travail, avec ces petites cicatrices que font les couteaux de reliure quand on commence à apprendre le métier. Je les avais reconnues. Elle avait écouté ce que je voulais. Elle avait regardé les esquisses d'Hélène que Madeleine lui avait transmises, les étudiants avec la concentration tranquille de quelqu'un qui évalue un défi. Puis elle avait dit « C'est faisable en 10 jours. Mais il faut tout ce qui manque avant dimanche soir. Dimanche soir, c'était dans 6 jours. » Je m'étais arrêté une seconde en sortant de chez Brigitte, sur le trottoir du quartier Procès, avec le vent de novembre qui venait de la Loire, ce vent doux et humide de l'estuaire, qui n'était pas tout à fait la mer, mais qui en portait le souvenir. Et j'avais pensé à quelque chose. Il me restait une chose à trouver que je n'avais pas encore mentionnée à Madeleine, parce que je n'étais pas sûr qu'elle existait encore. Dans les notes du carnet Bordeaux, sur l'une des pages d'ébauche de la chronologie, Hélène avait écrit une ligne avec un point d'interrogation. La chanson de nos premières années, si on peut la retrouver. La chanson de nos premières années. Je savais exactement de quoi il s'agissait. C'était une chanson que nous avions entendue pour la première fois lors d'un concert au Théâtre Gralin en 1978, un an après notre rencontre. Un concert de musique ancienne auquel Hélène m'avait emmené, parce qu'elle voulait me montrer que la musique n'existait pas seulement dans les instruments que je réparais, mais aussi dans ce qu'on entendait, dans ce qu'on recevait passivement, assis dans le noir avec les yeux fermés. Et parmi les pièces jouées ce soir-là, il y en avait une mélodie médiévale dont je ne retrouvais plus le nom ni le compositeur, que nous avions tous les deux trouvée extraordinairement belle et que nous avions sifflotée pendant des semaines après, dans la cuisine, dans la rue, sans jamais retrouver ce que c'était. Retrouver cette mélodie. Madeleine avait cherché dans les archives du Théâtre Grasselin, mais les programmes de concert de 1978 n'étaient pas numérisés, et les archives papier n'étaient pas accessibles facilement dans les délais dont nous disposions. Il y avait une autre piste. Dans mon atelier, sur l'étagère, il y avait un disque. Un vieux 33 tours de musique médiévale que j'avais acheté quelques semaines après ce concert, en me disant que c'était peut-être là-dessus qu'on trouverait la mélodie. Je l'avais écouté une fois, sans être certain, et rangé depuis des décennies. Je n'avais plus de tourne-disque, mais la fille de notre médecin, que j'avais croisée une fois chez lui lors d'un dîner il y avait peut-être 5 ans, collectionnait les disques vinyles et avait un tourne-disque. Je ne me souvenais que de son prénom, Isabelle, et qu'elle habitait quelque part du côté de l'île de Nantes. Il est des moments dans la vie où l'on décide de faire des choses qui auraient paru absurdes quelques semaines plus tôt. Appeler son médecin à 7 heures du soir pour lui demander le numéro de téléphone de sa fille afin d'emprunter son tourne-disque était de celle-là. Il avait ri,
Pas d'un rire moqueur, d'un rire de quelqu'un qui trouve la situation délicieusement improbable. Il m'avait donné le numéro. 2 jours plus tard, j'étais chez Isabelle avec le 33 tours. Elle avait posé le disque sur le plateau. Elle avait fait descendre le bras. Et dans son appartement de l'île de Nantes, la mélodie avait commencé. J'ai su immédiatement. Pas parce que j'en étais certain intellectuellement. Parce que quelque chose dans ma poitrine l'a reconnu avant que ma tête ait eu le temps de décider quoi que ce soit. Cette façon qu'a la mémoire du corps d'être plus rapide que la mémoire de la pensée. C'était la 5e piste du disque, La Belle Douette, une chanson de femme du XIIe siècle, interprétée par un ensemble de musique médiévale française. Isabelle avait noté les informations sur un bout de papier pour que je puisse les transmettre. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'avais un programme de concert de 1983, des photographies retrouvées, une vue de la rue de la Juiverie, la lettre promise de Fernand Leclerc et le nom d'une mélodie du XIIe siècle que nous avions cherchée pendant des décennies sans jamais savoir ce que c'était. Je me suis permis, pendant quelques minutes, d'être fier de quelque chose. Permettez-moi de souffler une seconde. Cette partie du récit a été longue à raconter parce qu'elle est faite de petites choses, de gestes discrets, de coups de téléphone passés dans l'atelier pendant qu'Hélène lisait dans le salon. Ce n'est pas spectaculaire, c'est le contraire du spectaculaire. Mais c'est exactement la vérité de ce que c'est qu'aimer quelqu'un depuis longtemps. Ce n'est pas le grand geste sous les projecteurs. C'est la patience. C'est de monter dans le métro un soir de novembre pour retrouver un vieux laurier dans une cour. C'est d'appeler son médecin à 7 heures du soir pour un tourne-disque. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose d'un peu absurde, d'un peu improbable, pour quelqu'un que vous aimez? Écrivez-moi ça dans les commentaires. D'où m'écoutez-vous? Quelle ville? Quelle heure? Laissez un pouce si cette histoire vous fait quelque chose. Et abonnez-vous, parce qu'ici, il y a une histoire nouvelle chaque jour. Hélène, pendant tout ce temps, continuait sa propre vie dans la maison, à côté de la mienne, et l'un et l'autre nous portions nos secrets avec la même précaution. Parfois, le soir, je la regardais de l'autre côté de la table, et je me demandais ce qu'elle ferait si elle savait que je savais. Est-ce qu'elle aurait ri? Est-ce qu'elle aurait été contrariée? Hélène n'est pas facile à prévoir, même après 47 ans. C'est l'une des choses qui me maintient en vie. Il y avait des moments où le secret me pesait d'une façon presque comique. Un soir, elle était venue dans l'atelier pendant que j'étudiais les esquisses du livre que Madeleine m'avait transmise en photographie sur mon téléphone. J'avais tourné l'écran instinctivement et elle m'avait regardé avec cet air de quelqu'un qui a parfaitement vu ce qu'on lui cache, mais qui choisit de ne pas le dire. Nous étions deux en train de faire exactement la même chose, depuis des mois, dans la même maison, sans nous le dire. Je ne suis pas sentimental en règle générale. Les hommes de ma génération et de ma formation n'ont pas appris à l'être. Mais je dois vous dire que ces semaines-là, malgré l'inquiétude et la fatigue et les trajets en métro dans le froid de novembre, ont été parmi les plus belles semaines que j'ai vécues depuis longtemps. Pas parce qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il se passait quelque chose de vrai. Je travaillais pour Hélène sans qu'elle le sache, et elle travaillait pour moi sans que je lui dise que je savais. Nous étions deux vieilles personnes qui préparaient en secret une surprise l'une pour l'autre dans la même maison, avec la même gaucherie et la même détermination. 47 ans. Et on inventait encore. Les jours suivants ont été d'une intensité que je n'attendais plus à mon âge. J'avais établi avec Madeleine une sorte de bureau de coordination informel, fait d'appels téléphoniques passés depuis l'atelier et de messages échangés à des heures où Hélène dormait ou était sortie. Brigitte Chauvel avançait sur la mise en forme du livre, travaillant à partir des matériaux que je lui transmettais progressivement, via Madeleine, respectant scrupuleusement les esquisses du carnet Bordeaux qu'Hélène avait tracé pour elle-même. Ce qui me frappait, dans ce travail parallèle, c'était à quel point le projet d'Hélène était précis et pensé. Elle n'avait pas simplement voulu faire un album, elle avait voulu raconter une vie. Les esquisses montraient une chronologie sur une double page, divisée en grandes périodes. Les années de rencontre et de début, 1977 à 1980, les années de construction, 1980 à 2000, les années de plénitude, 2000 à aujourd'hui, et pour chaque période, des zones réservées aux photographies, aux textes, aux contributions extérieures. Il y avait une page entière pour l'atelier de Bouffay, une page pour la bibliothèque,
Une page pour la maison de la rue du Port. Une page pour les voyages que nous avions faits, quelques-uns, pas beaucoup, mais chacun avait laissé quelque chose. Une page blanche avec juste une indication dans le coin, en petits caractères serrés, dans l'écriture de fichier d'Hélène. Pour tout ce qu'on n'aura pas su mettre en mots. Cette page-là, Brigitte me l'avait montrée sur ses esquisses de mise en forme et m'avait demandé ce qu'on en faisait. J'avais dit de la laisser blanche, qu'une page blanche dans un livre sur 50 ans de vie commune était peut-être la chose la plus juste qu'on puisse y mettre. Elle avait hoché la tête comme si c'était une réponse évidente. « Je suis luthier. J'ai passé ma vie à travailler le bois, à construire des instruments, à penser en termes de résonance et de vide. Un luthier sait que le son d'un violon n'est pas produit seulement par le bois qui vibre, mais aussi par l'air enfermé à l'intérieur de la caisse. Le vide est aussi important que la matière. Une page blanche dans un livre, c'est un peu la même chose. Elle dit quelque chose que les mots ne diraient pas aussi bien. 4 jours avant le 18 novembre, une enveloppe a glissé sous la porte de la maison. Je la guettais depuis 5 jours. Fernand Leclerc, depuis Bordeaux, avait tenu sa promesse. Sa lettre était écrite à la main, sur une feuille de papier à carreaux arrachée à un cahier ordinaire, avec ce genre d'écriture un peu hésitante d'un homme qui n'écrit plus beaucoup à la main et qui s'applique. Il avait écrit 2 pages sur 20 ans de voisinage, avec des détails que j'avais oubliés et qui me revenaient à la lecture comme des images qui ressurgissent d'un rêve. Il parlait du soir où j'avais aidé Hélène à rentrer les meubles du salon, parce que la fenêtre avait été laissée ouverte pendant un orage et que le parquet avait gonflé. Il se souvenait du bruit de nos voix, pas des mots, juste du ton. Ce ton de 2 personnes qui résolvent un problème ensemble sans se disputer. Il parlait de l'odeur du pot-au-feu qui venait parfois de notre cuisine, jusqu'à la rue par les samedis d'hiver. Il parlait de ce que j'ai cité plus tôt, la façon dont nous parlions dans le jardin, et à la fin, une phrase que je n'oublierai pas. Je ne suis pas un homme de grande parole, Pierre. Mais j'ai appris en vous regardant, toi et Hélène, que le mariage ce n'est pas être 2 personnes heureuses ensemble. C'est être 2 personnes qui savent comment traverser les jours difficiles et qui choisissent de les traverser côte à côte, plutôt que chacun de leur côté. J'ai relu cette phrase 3 fois. Puis j'ai replié la lettre et je l'ai mise dans l'enveloppe que je gardais pour Madeleine. Ce soir-là, pendant le dîner, Hélène m'a demandé si j'avais reçu du courrier. Elle avait vu l'enveloppe dans l'entrée avant que je puisse la déposer à l'atelier. J'ai dit que c'était un catalogue de fournisseurs de bois. Elle a dit « Ah !» et elle n'a pas posé d'autres questions. Mais dans la façon dont elle a regardé son assiette, j'ai vu qu'elle avait remarqué que c'était une enveloppe manuscrite, pas un courrier commercial. Et elle a choisi de ne pas dire ce qu'elle avait vu. Nous étions devenus experts, tous les 2, dans l'art de ne pas voir ce qu'on voyait. Il restait une dernière chose, et c'était la plus difficile, non pas parce qu'elle était impossible à trouver, mais parce qu'elle m'obligeait à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, depuis peut-être des décennies. Dans les plans du livre, il y avait une section que j'avais d'abord mal lue et que j'avais relue 2 fois pour m'assurer de comprendre. Hélène avait prévu une page de texte écrit par l'un d'eux 2, pas une contribution extérieure, pas une photographie, un texte, une lettre, adressée à l'autre. Dans ses notes, elle avait écrit, à côté de cette section, un mot entre parenthèses. « Moi », ce qui signifiait qu'elle avait prévu d'écrire cette lettre elle-même, adressée à moi, et de la faire imprimer dans le livre. Madeleine m'avait dit que c'était là que le projet s'était vraiment bloqué, pas seulement à cause du manque de temps, mais parce qu'Hélène n'arrivait pas à écrire cette lettre. Elle l'avait commencée plusieurs fois et n'en était jamais satisfaite. Elle m'en avait parlé avec une sorte d'épuisement doux, comme quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose de difficile et qui n'est pas sûr d'y arriver. Madeleine m'avait dit, doucement, que peut-être c'était là que je pouvais vraiment aider. Pas en écrivant la lettre à la place d'Hélène, mais en écrivant la mienne. Un texte de moi, adressé à elle, qui pourrait être placé en regard de la sienne, si elle parvenait à l'écrire, ou seule s'il le fallait. Une lettre du mari au lieu d'une lettre de la femme, ou les 2 ensemble, côte à côte. Voilà le problème. Je suis luthier. Je parle le langage du bois et des outils. J'ai passé ma vie à faire des choses, pas à les écrire. Il y avait, dans toute ma vie d'homme, peut-être 3 ou 4 lettres que j'avais écrites qui comptaient vraiment,
et chacune m'avait coûté une sueur particulière que je n'oubliais pas. Mais j'avais dit à Madeleine que j'essaierais. J'avais attendu un soir où Hélène était sortie à une réunion de son club de lecture, dont elle faisait partie depuis 8 ans, et qu'elle ne manquait jamais. J'avais pris du papier dans le tiroir du bureau, le papier blanc ordinaire qu'on avait pour l'imprimante, et j'étais allé m'asseoir à la table de la cuisine avec un stylo. J'avais regardé le papier blanc pendant un bon moment, et puis j'avais commencé. Je ne vais pas vous lire cette lettre, elle appartient à Hélène, mais je peux vous dire ce que j'avais à lui dire. Que 47 ans plus tôt, une femme était entrée dans mon atelier avec un violoncelle qu'elle portait maladroitement et que j'avais ri, pas d'elle, de la grâce de la scène, et qu'elle avait failli repartir, et que si elle était repartie ce jour-là, je ne saurais pas ce qu'aurait été ma vie, mais je sais qu'elle aurait été plus froide, que j'avais appris à côté d'elle des choses que l'apprentissage du métier ne m'avait pas apprises. Comment rester dans la même pièce que quelqu'un qu'on aime quand on n'a rien à se dire? Comment traverser une nuit difficile sans la rendre plus difficile encore? Comment vieillir sans avoir peur de vieillir parce qu'on vieillit ensemble et que c'est moins redoutable à deux? Que j'aurais voulu être meilleur à certaines choses, plus présent à certaines périodes où le travail m'avait pris plus qu'il n'aurait dû, que j'espérais qu'elle le savait, que si elle ne le savait pas, alors cette lettre était là pour le dire. J'avais écrit 3 pages, relu 2 fois. La 3e relecture m'avait semblé superflue. J'avais plié les pages et les avais mises dans une enveloppe que j'avais cachetée et donnée à Madeleine le lendemain. Le 17 novembre, la veille de notre anniversaire de mariage, j'ai reçu un appel de Brigitte Chauvel à 16h22. Le livre était terminé. Elle avait dit ces 3 mots avec la sobriété de quelqu'un qui sait que les grands moments n'ont pas besoin d'habillage. Le livre est terminé, Pierre. Je l'ai envoyé chez Madeleine. J'avais raccroché et j'étais resté immobile dans l'atelier un moment, les mains à plat sur l'établi, à écouter le silence particulier de novembre à Nantes. Dehors, les arbres de la rue du Port étaient presque nus. La Loire, invisible mais présente, continuait son chemin vers l'estuaire, avec ce flegme millénaire qui me réconfortait toujours un peu. Un fleuve qui coule depuis avant nous et qui coulera après. On se sent moins seul avec ça. Le soir du 17, j'avais dit à Hélène que j'avais un rendez-vous le lendemain matin, une course à faire du côté de Madeleine Renaud, que je lui expliquerai plus tard, et que je rentrerai avant midi. Elle m'avait regardé avec ce regard que je connaissais bien désormais, celui de quelqu'un qui note une information dans un coin de sa mémoire, sans la commenter. Elle avait dit d'accord, et était retournée à son livre. Ce soir-là, on avait dîné en silence, pas le silence du froid ou de la fatigue, le silence de 2 personnes qui partagent quelque chose sans se le dire encore, et qui savent toutes les 2 que demain quelque chose va se passer, et qui attendent demain chacune à sa façon. Hélène s'était couchée la première. Je l'avais suivie 1 heure plus tard. Elle dormait. Je l'avais écoutée respirer dans le noir, pendant un temps que je ne saurais pas mesurer, et j'avais pensé à la première nuit que nous avions passée ensemble dans l'appartement de la rue de la Juiverie, à la façon dont le laurier dans la cour faisait du bruit quand le vent passait, et à ce que ça m'avait fait, ce premier matin, de me réveiller et de la trouver encore là. Certaines choses ne changent pas. La façon dont elle respire quand elle dort n'a pas changé depuis 47 ans. Je ne sais pas si c'est une preuve de quelque chose, mais c'est quelque chose que j'ai. Le lendemain matin, le 18 novembre, je me suis levé tôt et je suis allé chez Madeleine. Le livre était posé sur la table de sa salle à manger, dans un sac en tissu de lin fermé par une cordelette. Brigitte avait fait quelque chose de beau. Je l'ai su en le tenant dans mes mains avant même de l'ouvrir, de la même façon que je sais qu'un instrument est bon avant d'en avoir entendu le premier son. Le poids, l'équilibre, la façon dont le dos tient. Un livre artisanal est un peu comme un instrument. Tout se sent avant d'être entendu. Je l'ai ouvert. La couverture était en papier épais, d'un bleu-gris qui ressemblait à la couleur de la Loire en hiver. Dans le coin en bas à droite, en lettres gravées discrètes, Madeleine et Brigitte avaient ajouté ce que ni Hélène ni moi n'avions prévu. Juste 2 prénoms, Pierre et Hélène, et une date. 18 novembre 1977, 18 novembre 2024. 47 ans, réduits à 2 prénoms et 2 dates, et pourtant entiers. J'ai feuilleté le livre lentement.
Les pages s'enchaînaient avec l'ordre qu'Hélène avait prévu dans ses esquisses, respecté scrupuleusement par Brigitte. La photographie de l'immeuble de la rue de la Juiverie et, en face, la vue ancienne avec le jeune Laurier. Le programme du concert de 1983, scanné et agrandi, en belle lisibilité sur sa page jaune. La photographie de la soirée de la bibliothèque universitaire de 1985, Hélène avec son verre, et moi, le profil, le regard, les contributions des anciens collègues, des voisins, des amis retrouvés, chacune mise en page dans son propre espace avec la photo qui l'accompagnait. Le dessin de la petite fille qui est maintenant une femme de 40 ans à Lyon et qui se souvient d'une musique qu'elle avait cru venir de mes mains. La lettre de Fernand Leclerc, sur sa feuille à carreaux, reproduite en fac-similé, avec l'écriture appliquée d'un homme qui n'écrit plus souvent. Et la page sur la belle Douette, avec le nom de la chanson. Le siècle, le concert de 1978 au Grasselin. Et puis, vers la fin, une double page que je n'avais pas vue dans les esquisses, parce qu'elle n'y était pas encore. Brigitte avait dû la construire avec ce qu'elle avait reçu en dernier. À gauche, une lettre manuscrite, dans l'écriture compacte et légèrement penchée d'Hélène. À droite, une lettre manuscrite, dans mon écriture à moi que je reconnaissais sans me l'être rappelée depuis des années. Nos deux lettres, côte à côte, lui faisant face comme nous faisions face l'un à l'autre depuis 47 ans. Hélène avait donc fini par trouver ses mots. Et la dernière page n'était pas blanche. Brigitte avait eu une idée que personne ne lui avait demandé, mais qui était juste. Elle avait pris la photographie du violoncelle dans notre chambre, celui que j'avais restauré et offert à Hélène pour notre 10e anniversaire, et elle en avait fait une pleine page, en noir et blanc légèrement sépiatisé, avec juste cette lumière du matin qui tombait sur le bois. En dessous, aucune légende. Rien. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter. Parce que debout dans le salon de Madeleine, le livre entre les mains, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas. J'ai pleuré. Pas beaucoup. Pas bruyamment. Mais vraiment. Madeleine avait eu la délicatesse de sortir dans sa cuisine chercher du café, me laissant une minute seule avec ce livre et ce que je ressentais. C'est ce genre de geste-là, la délicatesse de sortir au bon moment, qui dit quelque chose sur une personne. Madeleine était quelqu'un de bien. Je vous pose une question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être touché par quelque chose d'aussi simple? Un objet, un geste, une phrase dans une lettre, qui contenait plus que ce qu'elle était censée contenir? Écrivez-moi dans les commentaires. D'où m'écoutez-vous? Mettez un pouce si cette histoire vous rejoint quelque part. Et abonnez-vous si vous n'avez pas encore, parce qu'une histoire arrive ici chaque jour, et certaines d'entre elles sont pour vous précisément. Je suis rentré à la maison à 10h30, le livre dans le sac de lin sous mon bras, et j'ai placé ce sac dans l'atelier, derrière une caisse de bois, à un endroit où Hélène ne mettait jamais les pieds. Je suis entré dans la maison, Hélène était au salon. Elle m'a regardé entrer avec ce sourire légèrement contenu, de quelqu'un qui attend quelque chose et qui fait semblant de ne pas attendre. J'ai dit « Bon anniversaire, Hélène ». Elle a dit « Bon anniversaire, Pierre ». Nous avons déjeuné ensemble, comme nous le faisions chaque jour depuis 31 ans dans cette cuisine, avec les mêmes assiettes, le même bruit du chauffage qui craque, la même lumière de novembre dans la fenêtre qui donnait sur le jardin et sur l'atelier. Nous avons parlé de choses normales. Elle a mentionné son club de lecture. J'ai dit quelque chose sur un bois que j'attendais. Nous avons bu du café. En fin d'après-midi, vers 16h, Hélène s'est levée de son fauteuil avec quelque chose dans les mains. Un sac. Pas en tissu de lin. Un sac en papier épais avec du papier de soie à l'intérieur. Elle l'a posé sur la table devant moi sans un mot. Je l'ai regardée. Elle avait ce visage qu'elle fait dans les moments importants, ce visage d'avant, du temps où nous étions jeunes et où les choses comptaient différemment, plus ouvertement, avec une vulnérabilité qu'on apprend à cacher avec l'âge, mais qu'on ne perd jamais vraiment. Elle a dit « c'est trop long à expliquer ». Ouvre-le. J'ai sorti le livre du papier de soie, la couverture bleu-gris, les 2 prénoms en bas à droite, les 2 dates. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai ouvert. Il y a des silences qui n'ont pas de nom parce que les mots n'ont pas encore eu le temps de les rejoindre. Ce silence-là durait. Je feuilletais le livre, lentement,
et je sentais Hélène debout de l'autre côté de la table, les mains croisées devant elle, qui regardait ma façon de tourner les pages et qui lisait sur mon visage les choses que je ne disais pas. Et puis j'ai tourné la page et je suis tombé sur la double page des lettres, la sienne à gauche, la mienne à droite. Elle n'avait pas besoin que je lui explique comment la mienne se trouvait là. J'avais vu à l'instant où je l'avais ouverte, à la façon dont ses yeux avaient suivi les miens, qu'elle comprenait depuis exactement combien de temps elle avait compris, et que ce qu'elle ressentait en ce moment n'était pas de la surprise, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à nommer et de plus fort. Elle a dit « tu savais ». J'ai dit depuis le coup de téléphone de Madeleine. Il y a 5 semaines. Elle a fermé les yeux une seconde. Un mouvement si petit que quelqu'un qui la connaissait moins bien que moi n'aurait pas su le voir. Puis elle a dit « et tu n'as rien dit ». J'ai dit non. Elle a dit « tu m'as laissé croire que je travaillais seule ». J'ai dit oui. Elle a dit pourquoi. J'ai dit parce que tu voulais me faire une surprise. Et je ne voulais pas te la retirer. Alors j'ai juste essayé de t'aider à la finir. Ce moment-là, je ne sais pas le décrire entièrement. Je suis luthier. Je parle le langage du bois, de la colle, des outils. Pas celui des grands moments. Mais ce moment-là, dans notre cuisine du numéro 27 de la rue du Port, le 18 novembre, Hélène a traversé la table et m'a pris les mains. Pas une accolade, pas un grand geste, juste ses 2 mains qui prenaient les miennes, et elle qui les tenait, et nous deux debout dans la lumière de novembre. Puis elle a ri, un petit rire court et vrai, le genre qu'on ne peut pas faire exprès, qui vient de quelque part derrière la gorge et qui ne demande pas la permission. Elle a dit « tu as retrouvé la chanson ». J'ai dit « la belle duette ». 12e siècle. Elle a dit « on a cherché cette chanson pendant 40 ans ». J'ai dit « 46 ans ». Elle a dit « ne te vante pas ». Nous avons ri. Ensemble. Dans la cuisine. Le 18 novembre. Laissez-moi reprendre souffle ici une dernière fois. Ce qui vient, je veux le raconter lentement. Parce que c'est la fin, et les fins méritent d'être racontées lentement. Mais avant ça, je vous demande quelque chose. Si vous avez écouté jusqu'ici, si vous êtes resté avec moi depuis le début, laissez-moi un commentaire avec le mot « laurier ». Juste ce mot. Parce qu'il y a dans cette histoire un vieux laurier dans une cour de la rue de la Juiverie qui, sans que personne le sache, a joué un rôle. Et seuls ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot compte. Laissez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ici, une histoire arrive chaque jour. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre que l'amour dure. Et maintenant, laissez-moi finir. Ce soir-là, nous avons sorti le livre de la cuisine et nous l'avons emmené dans le salon. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, comme nous ne le faisions plus souvent, plutôt chacun dans son fauteuil depuis des années, et nous avons feuilleté le livre ensemble, page par page, en parlant de chaque chose. La photographie de la bibliothèque de 1985. Hélène a mis un moment à comprendre comment elle avait atterri là. Je lui ai raconté Armand Delpech et les 4 heures passées à chercher dans ses boîtes de diapositives. Elle m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et d'une chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Elle a dit « Tu es allé chercher chez un inconnu ». J'ai dit « Il n'était pas inconnu, juste quelqu'un que je n'avais jamais rencontré ». La lettre de Fernand Leclerc sur sa feuille à carreaux. Elle a relu plusieurs fois la phrase sur traverser les jours difficiles côte à côte, plutôt que chacun de son côté. Elle a dit « Je ne savais pas que Fernand pensait ça ». J'ai dit « Ni moi non plus ». Mais lui, il avait vu. Le dessin de la petite fille de Lyon qui croyait que je jouais du violoncelle. Elle a dit « C'est peut-être toi finalement qui avais raison. Les disques qu'on écoutait, c'est toi qui les choisissais. J'ai dit les disques que tu m'apprenais à choisir. » Et puis, vers la fin du livre, elle est tombée sur la page du violoncelle. La photographie en noir et blanc, la lumière du matin, le bois. Elle a posé son doigt dessus un instant sans rien dire. Puis elle a dit « C'est Brigitte qui a fait ça ». J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Elle n'était pas dans le plan ». J'ai dit « Non ». Mais elle a bien vu. Hélène a refermé le livre. Elle l'a tenu dans ses mains un moment, comme on tient quelque chose de précieux et de fragile en même temps, quelque chose qu'on n'est pas sûr de mériter ou de savoir garder. Et puis elle a dit merci.
Ce n'est pas à moi que tu dis merci, j'ai dit. C'est toi qui l'as fait. Elle a dit on l'a fait. Et je n'ai pas répondu, parce que c'était juste, et parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Plus tard dans la soirée, après le dîner, elle a voulu écouter la belle Doët. J'avais trouvé un enregistrement sur le téléphone. Nous étions dans le salon, le livre posé sur la table devant nous, et la mélodie du XIIe siècle remplissait la pièce comme une chose ancienne et étrangère, qui avait pourtant la forme exacte d'un souvenir. Hélène a dit « Je me souviens du concert », la façon dont le son restait dans la salle même après que les musiciens avaient arrêté de jouer. J'ai dit « Moi aussi », et que tu avais dit que c'était pour ça qu'on construisait des salles de concert, pour retenir le son plus longtemps que les instruments ne le peuvent. Elle a dit « Je ne savais pas que tu t'en souvenais ». J'ai dit « Je me souviens de beaucoup plus de choses que tu ne crois ». Elle a souri. Elle a dit « Moi aussi. Il y a des aveux qui se font sans qu'on ait besoin de les prononcer entièrement. Celui-là en était un. » 47 ans de mémoire accumulée en silence de part et d'autre, et le livre posé là sur la table, qui en avait rassemblé une partie, pas toute, mais une partie, et qui disait à sa façon que rien de ce qui comptait n'était vraiment perdu. Je vais vous dire quelque chose en guise de conclusion, quelque chose que je n'aurais pas su formuler il y a 2 mois. J'ai passé 19 jours à croire que les appels effacés de mon téléphone pouvaient annoncer quelque chose de sombre. 19 jours à surveiller ma femme de biais dans la cuisine, à compter des appels qui disparaissaient, à me raconter des histoires raisonnables le jour et des histoires moins raisonnables la nuit. 19 jours à confondre le bruit du secret avec le bruit de la distance. Mais le secret qu'Hélène gardait n'avait rien à voir avec la distance. C'était le contraire exact de la distance. C'était 7 mois de travail patient pour rapprocher de moi des gens que j'avais perdus, des moments que j'avais oubliés, des preuves que notre vie commune avait existé et existait encore dans la mémoire du monde. Elle effaçait des registres d'appels pour que je n'aie pas à attendre la fin de la surprise. Pas pour que je ne sache jamais, juste pour que je ne sache pas encore. La différence entre ces deux choses est toute la différence du monde. Ce que j'ai appris dans ces semaines-là, à 72 ans, après 47 ans de mariage, c'est une chose que je savais peut-être déjà, mais que je n'avais pas encore appris à tenir dans les 2 mains en même temps. La confiance dans un couple aussi long ne signifie pas savoir tout ce que l'autre fait. Elle ne signifie pas avoir accès à chaque registre d'appel, à chaque carnet, à chaque coin de bureau. Elle signifie croire, même dans le silence et même sans explication, que l'autre agit depuis un endroit bon, que ses secrets, quand il en a, sont des secrets de lumière et non des secrets d'ombre, et que si on ne comprend pas encore ce qu'il fait, c'est peut-être simplement que la surprise n'est pas encore arrivée. Il arrive qu'on fasse de la méfiance avec de l'amour quand on est fatigué ou quand on a peur. C'est humain. C'est ce que j'ai fait pendant 19 jours, mais l'amour, le vrai, celui qu'on a construit sur 47 ans de décisions quotidiennes, finit toujours par se montrer pour ce qu'il est. Un vieux laurier dans une cour, une mélodie du XIIe siècle, retrouvée après 46 ans, une photographie prise dans l'obscurité d'une soirée de bibliothèque où je regardais ma femme sans savoir qu'on me photographiait. Le livre est maintenant sur l'étagère du salon, entre les livres d'Hélène et les rares volumes que j'ai gardés de ma vie de luthier. Il n'a pas l'air d'un objet extraordinaire. Il est en papier épais bleu-gris avec 2 prénoms et 2 dates. Mais quand on l'ouvre, il contient 47 ans. Et c'est lourd. 47 ans, d'une façon qui n'est pas un poids, plutôt un ancrage. La différence entre peser et tenir debout. Hélène passe parfois le doigt sur la couverture quand elle passe devant l'étagère. Juste comme ça, sans s'arrêter. Je le vois du coin de l'œil. Je ne lui dis rien. Certaines choses n'ont pas besoin de commentaires. Et moi, de temps en temps, le soir, quand la maison est silencieuse et qu'elle dort et que la Loire coule quelque part dans le noir derrière les toits, je pense à ce couple de la rue de la Juiverie, il y a 47 ans, dans un appartement avec un seul placard et un vieux laurier dans la cour. Et à ce que ça leur aurait dit, à ces deux-là, d'apprendre que 47 ans plus tard, ils seraient encore dans la même pièce, à s'apprendre encore des choses l'un sur l'autre, à se faire encore des surprises dans leur cuisine de novembre. Je pense qu'ils auraient eu du mal à le croire. Et pourtant c'est arrivé. Et c'est bien. Si vous avez écouté jusqu'au bout,
Si vous êtes resté avec moi dans cette cuisine du numéro 27 de la rue du Port pendant tout ce temps, alors vous m'avez fait un cadeau que les gens comme moi n'ont pas l'habitude de recevoir, celui d'être écouté. Je vous en remercie, depuis ce vieux luthier jusqu'à vous, là où vous êtes. Laissez-moi un commentaire avec le mot laurier, ce seul mot suffit, et je saurai que vous avez vraiment suivi. Laissez un pouce si cette histoire vous a touché quelque chose. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'ici il y a une histoire nouvelle chaque jour, et certaines d'entre elles vous attendent. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour dure, que le silence peut cacher de la lumière et non de l'ombre, partagez cette vidéo avec lui. Vous ne savez pas quand ça tombe au bon moment. Prenez soin de vous, là-bas, où que vous soyez.